Pour moi, c'est un très grand plaisir d'être ici. Je connais Olivier depuis un moment maintenant et je te remercie, ainsi que toute l'équipe organisatrice, de m'avoir invité, donner l'occasion de vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans le Grand Est. Enfin, c'est les débuts du Grand Est, parce que le Grand Est va jusqu'à Strasbourg. Et puis, notre plateforme de spectroscopie ou d'imagerie cellulaire et tissulaire, on est les seuls dans la région à faire de la spectroscopie vibrationnelle, d'où l'idée de vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans ce domaine. On fait partie d'une équipe qui s'appelle Biospect. Donc avant, on se disait biospectroscopie moléculaire, et puis on est devenu biospectroscopie translationnelle. Pourquoi translationnelle? Parce qu'on travaille énormément avec les cliniciens, et les applications que je veux vous montrer aujourd'hui, ce sont des cas cliniques, et puis on va dire des échantillons qui viennent de patients, etc. Donc nous, notre démarche est d'utiliser la spectroscopie vibrationnelle. Comme son nom l'indique, il y a de la vibration. Donc décomposée en deux techniques majeures, la spectroscopie infrarouge que la majorité des personnes connaissent ici, je pense, ceux qui font un peu de chimie, et la spectroscopie Raman. Vous avez entendu ce matin un aperçu par Madame Karine Nina. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait au niveau, surtout en imagerie, imagerie spectrale. Ça marche. Reims, vous connaissez bien. On est connu pour notre cathédrale, mais pas uniquement pour la cathédrale, mais aussi pour le champagne dans la région. L'université de Reims a à peu près 25 000 étudiants, donc de taille moyenne, on va dire, au niveau de l'université. On est petit par rapport à Lorraine et Alsace, mais bon, on se bat. Alors, l'avantage de notre laboratoire, on est situé ici, au 2e étage, dans ce bâtiment qui est la faculté de médecine et de pharmacie et odontologie, j'ai oublié de le rajouter, et parce qu'ils étaient là, maintenant ils sont ici. Et on est entouré par quelques CHU, enfin des CHU, et même ici l'INSERM qui est ici, et tout ce qui est centre de traitement du cancer de la région, à l'Institut Jean Godino qui est ici. Donc la proximité est importante parce que ça nous permet de parler aux cliniciens, d'échanger, et puis qu'ils puissent venir nous voir le plus souvent possible, parce que s'ils ne sont pas très loin, ils n'ont qu'à, je ne dirais pas traverser la rue, mais traverser la frontière qui est ici pour venir nous voir et discuter avec nous sur nos démarches et puis aussi ce qu'on est en train de développer. Voilà. Là, au niveau de la spectroscopie, donc vous avez vu ce matin, donc c'est un schéma qui résume un petit peu. La spectroscopie, vibrationnelles, ce sont des techniques dites optiques. Donc on utilise des photons pour analyser la matière. On va regarder ici la composition moléculaire, mais de façon un peu plus détaillée. On va aller chercher comment font les molécules ici, en changeant de niveau d'énergie. Quand on envoie de photons, ce soit être en infrarouge. En infrarouge, on va taper dans une gamme qui fait de 2,5 à 25 microns. Vous me demanderez pourquoi cette gamme, parce que c'est la majorité des molécules qui existent sur Terre vont absorber dans cette zone en 2,5 et 25 microns. Donc en absorption, la liaison va commencer à vibrer. Si vous prenez un modèle simple comme le modèle mécanique avec deux masses ici, un M2, et au milieu un ressort. Vous savez tous, si on tire, on va avoir une fréquence de vibration et avec une force qui est égale à moins K fois X. K ici représente, on va dire, la raideur de ce ressort, mais moléculairement, c'est votre liaison. Donc si K est faible, c'est une simple liaison, K est forte, double liaison, triple liaison. Et dans votre formule de vibration, la vibration qu'on va avoir, K est au numérateur. Donc vous voyez, et puis la masse réduite qui est utilisée ici, et la masse étant les dénominateurs. Donc ça peut nous permettre de voir un petit peu comment vont agir, par exemple si vous avez un chlore par rapport à un hydrogène, comment vous allez vous déplacer sur votre spectre. Donc en infrarouge, on mesure en absolu, parce qu'on a une absorption ici, on regarde un petit peu l'onde qui sort, qui passe à travers l'échantillon et on regarde à travers. En Raman, c'est un petit peu plus complexe. Donc ici, vous avez une source polychromatique, on récupère une source polychromatique à l'autre bout. En Raman, on envoie une source monochromatique, donc souvent un laser, et on va récupérer plusieurs longueurs d'onde. Parmi ces longueurs d'onde, il y en aura qui seront
n'apporte pas d'informations, ça fait une diffusion, ce qu'on appelle élastique. Vous voyez, on envoie du vert, on récupère beaucoup de vert. D'accord ? Mais on peut aussi récupérer du rouge et du bleu. Donc le rouge, il va venir d'ici, c'est-à-dire on va partir d'ici. Fait comme si vous êtes dans un immeuble, vous partez du rez-de-chaussée, l'ascenseur vous emmène au 10e étage. Et puis il vous ramène au rez-de-chaussée. Donc vous faites la diffusion relais. Maintenant, si vous partez du rez-de-chaussée et vous partez au 10e, et vous vous arrêtez au premier. Donc là, vous avez un autre type de diffusion qu'on appelle le Raman-Stokes. Maintenant, si vous partez du premier et vous revenez au rez-de-chaussée, c'est une autre transition, mais ce sera le Raman anti-Stokes. Donc cette diffusion-là, elle est élastique, pas d'information moléculaire, mais les deux autres sont inélastiques, il y a de l'information moléculaire. Et on va récupérer un spectre avec les transitions qu'on voit ici, entre ce niveau et ce niveau, qui est équivalent à ce qu'on va voir en infrarouge, par exemple, si on fait un saut d'ici à ici. Mais la méthode, enfin, si vous voulez, l'origine du phénomène n'est pas la même, mais on mesure les niveaux d'énergie de votre molécule lors de ces transitions. Donc, encore une fois, en infrarouge, l'échelle est en absolu, et en Raman, c'est une échelle relative parce qu'on va faire la différence entre les deux. C'est pour ça qu'on dit c'est un chiffre Raman qu'on observe dans nos specs. Donc ici, vous voyez, le laser, c'est la source monochromatique. Aujourd'hui, avec le Raman, on peut travailler de l'UV jusqu'au proche infrarouge, dépendant des lasers et des applications qu'on a. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau moléculaire, pour les jeunes qui sont là, qui veulent s'intéresser à la spectroscopie, on va regarder les modes de vibration. Donc ici, vous allez avoir soit les distances interatomiques qui vont changer, comme ici, vous voyez, élongation, mais les deux élongations ne sont pas pareilles. Là, c'est symétrique, là, c'est asymétrique. L'énergie n'est pas pareille, d'accord ? Donc, sur les specs, on va avoir deux vibrations différentes ou deux pics différents. Et puis, vous avez d'autres types de vibrations, comme une déformation. Imaginons que ça, c'est la molécule d'eau. Vous avez votre oxygène là et deux hydrogènes qui font comme des ciseaux, comme ceci. Et puis, donc, pour les molécules, c'est comme si on a des pattes denses. Et chaque patte dense a besoin d'une énergie. Vous dansez un slow, c'est une énergie. Vous dansez un rock ou un tango, c'est une autre énergie. Donc pareil, pour les molécules, vous allez avoir des énergies d'absorption différentes et sur le spectre, vous allez pouvoir le voir. Sauf qu'en infrarouge et en Raman, on n'aura pas toutes ces vibrations. Certaines, c'est des règles de sélection, je n'irai pas dans le détail, mais certaines vont être observables en infrarouge et d'autres en Raman, parce que le phénomène physique d'origine n'est pas le même. En infrarouge, on a dit ce matin, c'est le changement du moment dipolaire, et en Raman, c'est la polarisabilité qui va donner lieu à ces vibrations. Si on prend une molécule simple, l'hexane, il y a du CH2, du CH3 et du CC. Si vous regardez le spectre infrarouge, on va pouvoir, d'une façon un peu analytique, regarder un petit ce qui se passe. Vous avez des CH2, on a dit tout à l'heure, c'est un pas de danse. C'est la symétrique. Vous voyez que les deux liaisons ne sont pas en symétrie. Et ça, c'est une énergie, donc correspond à un pic de votre spectre. D'accord ? Asymétrique a besoin de plus d'énergie, donc toujours plus à gauche, on va dire. Ensuite, vous avez l'autre qui est symétrique. Donc, qui est là, c'est un CH2, qu'on va voir aussi dans les protéines, dans les lipides, par exemple. Et là, vous avez les déformations. Déformation d'angle. La liaison ne change pas de longueur, mais c'est l'angle qui change. Et là, on voit une autre vibration, une autre énergie. C'est les ciseaux. Et puis, vous avez l'effet parapluie. Vous avez des CH3 dans votre molécule, à chaque bout, et c'est l'effet parapluie. Vous allez avoir une vibration qui va correspondre au CH3. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est rock. Je vous disais, c'est des pattes denses, il y a le rock là-dedans. Vous voyez tous les CH2 qui font ça en même temps. Et ça, c'est des énergies encore différentes. Vous pouvez pouvoir comprendre votre spectre d'une façon et faire de l'attribution spectrale. J'espère que je n'ai pas été trop vite, ça vous va ? On a maintenant des systèmes, ça c'est une molécule simple. Maintenant, si on passe à une molécule complexe, les protéines ou même une cellule ou un tissu, et là on va regarder des macromolécules. Et là, ça devient compliqué. Parce que vous allez pouvoir, par exemple, regarder les phospholipides qui donnent un spectre, un signal. On note ici effectivement les liaisons qu'on connaît, par exemple CO, COO et CH2 qu'on a vu tout à l'heure ici. Et puis, par exemple, il y a des acides nucléiques, d'accord ? L'ARN, ADN, que vous allez pouvoir voir. Donc, je superpose ici avec l'autre. Vous voyez bien la vibration des PO2-. Vous avez symétrique et antisymétrique, pareil. Et ensuite, si on prend les protéines, ça fait encore une autre information. Quand on va analyser une cellule ou un tissu, ça va être une superposition de ces informations. Donc, le travail devient complexe.
Là, par exemple, un exemple d'une cellule humaine, hein, je ne sais pas laquelle, et on peut aller attribuer effectivement les protéines, ici, les protéines, les lipides, enfin tout ce qui est ester, acide, les PO2- pour les acides nucléiques. Donc c'est des bandes assez larges parce qu'il y a beaucoup de superpositions, et on va pouvoir aller chercher des informations comme ça. En Raman, on va avoir un spectre un petit peu plus détaillé. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est deux méthodes qui, l'origine n'est pas la même. Mais Raman, dans le spectre Raman, on va plutôt aller chercher on voit les protéines, les lipides, mais on voit aussi beaucoup tout ce qui est acides aminés et tout. Donc, on va pouvoir aller voir ce qu'on appelle les résidus et qui est beaucoup plus prononcé en Raman qu'en infrarouge. D'où la complémentarité. Hein. Les deux méthodes sont complémentaires et sont souvent utilisées en parallèle. Alors, nous, le laboratoire, on travaille, on va dire, multi-échelle, multimodale, de la cellule tout seul, isolée, ou la cellule en interaction avec un médicament. Et ici, par exemple, on regarde aussi la cellule dans une matrice, ici comme une matrice de collagène, et voit comment elle se comporte. Mais on fait aussi un peu à une autre échelle au niveau de chez l'homme. On a des sondes Raman in vivo pour aller mesurer, par exemple, une lésion sur la peau. D'accord ? Donc, il y a plusieurs échelles. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'imagerie. Ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle l'histologie spectrale, c'est-à-dire essayer de comparer ce qu'on fait en imagerie infrarouge avec ce qui est fait par l'anapathe au niveau des tissus. Donc, et puis si j'ai le temps, je vous dirai 2 mots sur les biofluides, ce qu'on utilise actuellement comme méthode diagnostique. Le laboratoire est aussi spécialisé en traitement de données, c'est-à-dire on a quelqu'un qui nous écrit les algorithmes pour pré-traiter et traiter les données. Alors, on est sur une plateforme qui est une plateforme d'imagerie cellulaire et tissulaire avec quelques instruments ici en infrarouge. C'est surtout des imageurs à différentes échelles. On va partir, on va dire ici du 25 microns jusqu'à peu près 2 microns par pixel. Hein, donc, vous faites de l'imagerie. Et en Raman, on va être de l'ordre du micron avec différents systèmes, des possibilités de différentes longueurs d'onde dans le visible, par exemple 660, ou ici laser vert, ou dans le proche infrarouge. Donc on a plusieurs machines qui peuvent être utilisées suivant l'application. Et ici, il n'y a pas de microscopie. Hein, les autres machines contiennent un microscope. Ici, il n'y a pas de microscopie. C'est un système infrarouge à haut débit pour, par exemple, mesurer les biofluides. Il y a une plaque ici en silicium qu'on utilise, 384 puits. On peut faire une grande quantité d'échantillons en même temps. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Alors, les imagers infrarouges, ils viennent de l'armée américaine des années 90. C'était utilisé cette technologie est utilisée pour le guidage de missiles. Et bien après, l'armée américaine ont décidé de, on va dire, laisser partir un peu la technologie dans le public. Et les constructeurs infrarouges en ont profité pour faire leurs détecteurs, c'est fait de l'imagerie. Ici, ce sont des vrais imageurs, c'est des détecteurs qui ont soit 16 pixels, c'est-à-dire on mesure une surface. Ici, on a soit 64 par 64 ou 128 par 128. C'est-à-dire qu'ici, d'un coup, on peut mesurer 4096 spectres si on a un 64 par 64, d'accord, avec des résolutions de cet ordre. Ici, on va être en mode macroscopique, on mesure la goutte séchée directement. Cet appareil est utilisé pour les biofluides, pour les micro-organismes et pour les cellules, si vous voulez faire de l'identification, par exemple, des micro-organismes. De temps en temps, on va aussi au synchrotron parce qu'on utilise la ligne de lumière infrarouge, soit en Angleterre, soit en France, quand on veut regarder les cellules. Alors, en gros, si vous voulez, nous, notre idée, c'est de dire, à partir du spectre vibrationnel, est-ce qu'on peut avoir une signature moléculaire qui, c'est pas un élément, c'est un profil qu'on va chercher, qui va nous permettre effectivement pour un échantillon, de dire est-ce que c'est un état normal ou un état pathologique ici. Donc on va essayer d'identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs, pas dans le sens que le biologiste le comprenne, les biomarqueurs, c'est une molécule ou quelques molécules. Nous, c'est spectral, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs longueurs d'onde dans ce biomarqueur. Et effectivement, aller chercher celles qui sont discriminantes et qui permettent de, par exemple, distinguer une population saine et une population avec une certaine pathologie. Bien sûr, notre travail dépend beaucoup de la façon dont on collecte les données, la façon dont on les pré-traite et aussi les méthodes développées statistiques derrière pour pouvoir, parce qu'un spectre contient à peu près 1000 variables. Nos yeux ne
peuvent pas regarder 1000 variables qui changent. D'accord? Donc, on est obligé de passer par ces méthodes. Et toute cette discipline s'appelle la chimiométrie. Hein, les gens qui travaillent à l'INRA l'ont beaucoup utilisé. C'était développé beaucoup par les personnes qui utilisaient le proche infrarouge. Alors, on travaille soit sur des tissus congelés, qui est rare parce que l'hôpital ne nous donne pas de tissus congelés, ni de tissus frais. On travaille essentiellement sur les tissus paraffinés. Alors, vous avez vu que la paraffine donne aussi un signal à l'infrarouge, mais l'avantage de mon collègue, qu'on a, j'ai un collègue qui travaille sur la chimiométrie, qui nous a permis digitalement d'enlever la paraffine, pas chimiquement. Hein, on ne fait pas un déparaffinage chimique, mais un déparaffinage digital. C'est-à-dire, numériquement, on enlève, on atténue, on stabilise l'évolution de la paraffine. Je vous montre après. Alors, le système est celui-là. J'aurais pu prendre un autre. Alors, on peut travailler soit à 6,25 ou à 25 microns par pixel, dépendant de ce qu'on veut faire. Si on a un tissu qui est assez grand, on va scanner très vite. Et après, si on s'intéresse à des régions plus précises, on va changer. C'est comme Google Maps. Hein. Vous regardez le village et ensuite vous regardez la maison et la rue. D'accord? C'est pareil. Donc, on ne fait pas de déparaffinage chimique, hein, pas de produit. J'ai oublié de mentionner que la spectroscopie, on n'ajoute aucun marqueur. On appelle label free. Et on utilise l'information intrinsèque de notre tissu ou de notre cellule. D'accord? Alors, après, tout ce qui est développé au niveau laboratoire pour traiter les données, si vous voulez, après, on peut en parler. Après, j'ai aussi des exemples. Alors, en gros, si vous regardez, je vais aller vite, si vous regardez bien, ce que fait l'hôpital, enfin les anapathes, ils ont un tissu, c'est dans la paraffine. Donc, ils vont faire une section, une coupe. Pareil pour nous. D'accord? Eux, ils passent par des paraffinages chimiques. Vous savez, les bains de différents produits. Et nous, on fait ça numériquement. On fait notre image par notre appareil et on va le faire numériquement. D'accord? Donc, le tissu, on ne l'a pas touché. Après, ils colorent, soit HEE ou autre, pour voir un petit peu les cellules ou le tissu, pour pouvoir donner un diagnostic derrière. Là, c'est l'anapathe, son expertise qui compte. Donc, entre guillemets, hein, j'espère qu'il n'y en a pas d'anapathe ici. C'est un peu subjectif. Si on n'est pas expérimenté, on peut donner un résultat complètement différent. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite avec 4 anapathes et chacun donnait une réponse différente. Donc, c'est l'expérience de la personne qui compte, alors que là, on base sur un système qui va être automatisé. C'est la machine qui va reconnaître les différences et classer le tissu. D'accord ? Donc, après, on a un diagnostic, mais automatisé cette fois-ci. Bien sûr, pour arriver à ça, on travaille avec les anapathes. Hein, c'est eux qui nous guident dans un premier temps. Dans ce qu'on appelle l'étape de learning de la machine, on a besoin d'eux. Alors, je vous donne juste un petit exemple, comment ça se fait. Voilà, si vous avez un tissu, comme ceci, on n'a pas besoin de colorer le tissu. Et puis, là, c'est la peau, par exemple. Et la machine va envoyer l'onde, et chaque point, comme ça, ou chaque pixel, on va récupérer un spectre. D'accord? Donc, si je continue, vous avez une série de spectres. Finalement, ici, vous avez la dimension de votre platine, XY. Et dans l'autre sens, vous avez la dimension spectrale. C'est-à-dire, vous avez ici un bloc de données, ou un cube de données, qu'on appelle une image hyperspectrale infrarouge. C'est-à-dire, chaque point contient 1000 variables. C'est pour ça qu'on appelle ça hyperspectral. Donc, il faut des méthodes derrière pour travailler ces spectres. Alors, par exemple, si je vous regardez ce bloc, c'est comme si j'ai 1000 tiroirs. Chaque tiroir que je vais sortir, j'aurai une image pour chaque longueur d'onde. D'accord? Donc, ici, vous avez une quantité d'informations dans cet axe qui est l'axe spectral. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on traite les images avec un schéma assez simple. Imaginons que vous avez 100 points. Et vous vous dites, je dois les classer en 3 groupes, 3 classes. On utilise une méthode qui s'appelle le K-means, clustering. Il va chercher le plus proche voisin. Pas le plus proche voisin, je veux dire comme vous et moi, mais spectralement. Qui se ressemblent spectralement, hein, pas géographiquement. Donc, imaginons que vous avez vos 100 points, je les mets tous en bleu. À la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? L'algorithme va choisir 3 centres au hasard. Peu importe. Choisir 3 centres. Par exemple, ici, un qui est rouge, vert et bleu, parce que je lui ai dit il y a 3 classes. D'accord?
Ensuite, il va calculer la distance de tous les points par rapport au centre. Et il va dire, ben, ceux-là, ils se ressemblent, ils sont plus proches, spectralement, encore une fois, hein, et il va les teinter en rouge, c'est des pseudo-couleurs, ici en vert et ici en bleu. Et là, la machine va se dire, est-ce que c'est correct? Et là, il se dit, ben, mon centre de gravité, il n'est pas bon. Il fait tourner encore une fois, et il replace son centre de gravité. Il replace son centre de gravité et recalcule les distances. Et là, il va tourner une centaine de fois jusqu'à ce qu'il... Vous voyez, les centres bougent, je ne sais pas si vous avez vu. Là, voilà. Il cherche le barycentre, au fait, le centre de gravité de ce point. Une fois que vous avez ça, vous avez votre classe, et le point au centre représente la moyenne de la classe. D'accord? Et c'est cette base, on va créer nos images. Mais spectralement, on va chercher ce qui est proche. Donc, par exemple, ici. Alors, c'est ce que je vous disais, si vous avez une coupe comme celle-là, ces deux points géographiquement sont proches, mais spectralement, ils peuvent ne pas être proches. Donc, ils n'auront pas la même couleur. Ces deux points sont éloignés géographiquement dans le tissu, mais spectralement, s'ils sont proches, ils auront la même couleur. D'accord? Donc, par exemple, là, c'est deux spectres qui sont proches, et ça, c'est deux spectres qui sont éloignés. Alors, c'est un exemple ici de démonstration, on va dire. C'est une coupe de tissu de côlon. Voilà ce que l'anapath voit en colorant, HE, et voilà ce que nous voyons avec notre coloration spectrale. On n'a rajouté aucun agent, rien du tout. C'est basé uniquement sur les spectres. Alors ici, vous allez voir, lui, il va identifier ça, il va dire c'est des cryptes. Et nous, pareil, on travaille ensemble, hein, et il va définir des classes comme ceci. Ça correspond aux cryptes. Ça, c'est par exemple lamina propria, la muqueuse, etc. On peut définir spectralement ce que l'anapath voit. Donc vous allez me dire, on fait le même travail. Oui, mais ça peut être utile si on a entraîné le système. Au lieu de lire 100 lames, il aura à lire 10 lames parce que la machine aurait fait un travail pour lui avant. D'accord? Donc aujourd'hui, les machines peuvent être posées sur une table pour pouvoir analyser. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est plutôt basé sur le carcinome hépatocellulaire. Je vais vous prendre un exemple. On regarde au niveau du foie, hein, la fibrose. D'accord? Alors, ce carcinome, il est quand même, au niveau épidémiologique, c'est la troisième cause de mortalité, avec 700 000 décès par an. Et là, 90% des cas, ce sont des patients cirrhotiques. Hein. Donc, le diagnostic se fait soit par imagerie, ensuite par un test biochimique où on dose au niveau du sérum l'alpha-fétaprotéine, ou par une biopsie. La biopsie était longtemps le gold standard hein, pour cette méthode. Alors, si on prend un cas d'une tumeur, on a plusieurs façons d'aller chercher les biomarqueurs pour cette pathologie. En fait, c'est des caractéristiques biologiques qui nous permettraient effectivement d'aller identifier si le patient est sain ou le patient est malade. Et le premier, ce sera au niveau tissulaire, par exemple, une biopsie. Mais les patients n'aiment pas trop les biopsies, c'est douloureux. Et puis, mais par contre, bon, quand il faut passer par là. L'imagerie moléculaire, effectivement, donc là, c'est non invasive et facile à répéter. Par exemple, tous les 6 mois, ceux qui sont suivis vont venir faire un scan. Et après, il y a la biopsie ou le prélèvement de cellules. Ça, c'est invasif, c'est douloureux. Il y a la partie, on va dire, au niveau sanguin. On va pouvoir chercher au niveau du sang, du sérum, plasma, des biomarqueurs. Et ce qui apparaît aujourd'hui aussi, c'est au niveau, par exemple, tout ce qu'on expire comme air. Apparemment, il existe des marqueurs qui peuvent être détectés dans ce qu'on expire. Et aux États-Unis, je crois qu'ils ont fait une démonstration en entraînant des chiens qui peuvent reconnaître effectivement l'air qu'on expire et déterminer si le patient a une tumeur. Parce qu'il y a des molécules volatiles du poumon, par exemple, qui peuvent être retrouvées dans l'air qu'on expire. Donc, basé sur ça, on va travailler soit au niveau tissulaire ou au niveau des biofluides. Alors, pourquoi les biofluides? Parce que c'est quand même un échantillon beaucoup plus facile à avoir par rapport à une biopsie. Alors, la spectroscopie, on va essayer de essayer de déterminer si on a des biomarqueurs, sauf que les biomarqueurs, dans la réalité, on les utilise soit pour faire du screening, pour faire du diagnostic, ou faire du monitoring suivi d'une réponse. Là, ici, on a placé la spectroscopie vibrationnelle, pas pour avoir pas de biomarqueur dans le sens que vous connaissez, mais c'est surtout un marqueur spectroscopique.
Alors, il faut quand même faire la différence entre les méthodes de screening et les méthodes de diagnostic, hein, parce que les biomarqueurs sont impliqués. On prend par exemple ici un cas où on a une population, on va dire, asymptomatique, population à risque. On va faire un screening ici, on voit ceux qui sont en rouge et en vert, hein, un marqueur de screening ici qui va nous donner ici la population. Et derrière, on développe un biomarqueur diagnostique. Et ce biomarqueur va confirmer la maladie, mais à un état précoce. Donc le screening est mieux que les marqueurs diagnostiques, parce que le marqueur diagnostique, c'est déjà une population avec des symptômes, et quand on applique le biomarqueur qui a été trouvé ici, on confirme la maladie, on ne peut pas la prévenir. C'est-à-dire qu'il est déjà là, la maladie, si on prend le cas du cancer, par exemple. Donc les biomarqueurs pour le screening vont être essentiellement à un état précoce, et pour le diagnostic, c'est des biomarqueurs qui sont même où la maladie est déjà à un état avancé. Donc ici, on risque d'avoir peu de biomarqueurs, et ici, il y aura beaucoup plus, parce que la maladie s'exprime beaucoup plus ici. Donc l'idée de la spectroscopie, c'est aussi d'aller travailler à ce niveau-là, parce que les changements qui ont lieu sont peut-être plus visibles par spectroscopie que morphologiques. D'accord ? Alors, si on prend le cas de les carcinomes hépatocellulaires, si on a une population ici, cirrhotique, parce que c'est la stade à partir de laquelle on va développer un cancer, le screening il est fait par ultrason, par exemple. Hein, c'est un dispositif qui met intercostal, ils envoient une onde mécanique et ils regardent comment répond le foie. D'accord ? À partir de là, ils ont une idée. Après, s'il y a un doute, là, ils vont utiliser soit la biopsie ou le dosage de l'alpha-fétoprotéine. C'est à partir de là qu'on va déterminer si la personne est atteinte d'un cancer, mais ceci à une étape vraiment précoce. Et là, c'est beaucoup plus intéressant pour soigner le malade. Par exemple, ici, on est déjà dans des patients où il y a une suspicion de cancer. On va appliquer la méthode qui est utilisée ici et on va confirmer la maladie. Donc là, c'est déjà trop tard ici. D'accord ? On est un peu loin. Alors, important aussi dans la partie spectro, parce que tout ce qui est préanalytique. Donc, la façon dont on traite les données, on a collecté les données, ça c'est important. Et si on travaille avec les cliniciens, c'est pour bien savoir comment on collecte les données, comment on les transporte, comment on les processe après. Il y a beaucoup de facteurs aussi liés aux patients. Est-ce qu'il y a eu une parité? Est-ce que âge, sexe? Est-ce que si c'est du sérum, par exemple, est-ce que les gens étaient à jeun? Ça, c'est important. Vous prenez du sérum, quelqu'un qui est à jeun ou pas à jeun, le spectre va pas être pareil. Est-ce que la personne a une autre maladie, par exemple le diabète? Et est-ce que, par exemple, le mode de vie, tout ça. Et tout ça, c'est des paramètres à contrôler, c'est préanalytique et peut apporter beaucoup d'erreurs. Et au niveau spectroscopique, on est obligé de suivre effectivement ce protocole. Et par exemple, si vous regardez sur une population ici de 51 000, on peut arriver à environ 400 erreurs faites dans les labos. D'accord ? Avec 160 qui sont confirmées. Si vous regardez ici, on a à peu près 62% d'erreurs qui sont préanalytiques. Et c'est là où il faut travailler, au niveau préanalytique, pour ne pas avoir un mauvais diagnostic. Post-analytique, c'est 23%, et pendant l'analyse, la méthode, c'est 15%. Donc, c'est quand même des paramètres à prendre en compte si on veut développer une technique comme la spectroscopie. Donc, effectivement, il y a 5 grands paramètres qui reviennent. C'est le temps, par exemple, qu'on a mis pour... Des fois, il arrive, les gens gardent le sérum chez une paillasse. Si on leur dit des heures, des fois, ils laissent plus longtemps que 2 heures, et ça peut changer l'échantillon. Et du moment où ça peut changer l'échantillon, côté spectroscopie, on va le voir. D'accord ? Donc, la façon dont on a gardé l'échantillon, les types, je vais vous montrer un exemple, type de tube, et puis les méthodes centrifucation, s'il y a des centrifugations. Donc, tout le protocole doit être suivi. Et comment on garde, par exemple, on est obligé de garder tout à moins 80. Certains labos peuvent garder à moins 20, et on ne peut plus comparer à ce moment-là. Alors, je vais vous montrer un exemple simple, on en a parlé hier, je crois. Et nous, on a fait un test sur une série d'échantillons qu'on a analysés frais. C'est des volontaires d'ici. Frais, et des échantillons qu'on a mis au congèle, moins 80, on a sorti plusieurs fois. On a fait 5 cycles de congélation, décongélation. Vous voyez bien que si vous travaillez avec du frais et puis vous travaillez avec du congelé, vous risquez d'avoir des groupes différents.
ici. Donc là, c'est un dendrogramme qui calcule la distance spectrale. Et donc, en général, on travaille, nous, avec du congelé. Donc, si on décide une méthode de travailler avec du frais, il faut rester sur du frais. Ou si vous décidez de travailler avec du congelé, il n'y a pas de problème. Vous voyez, tous les specs sont mélangés ici un petit peu. Donc, on peut travailler avec du congelé ou même du congelé. Par exemple, le type de tube que vous pouvez utiliser. Donc à l'hôpital, il faut être sûr dans quel tube ils mettent votre échantillon. Ici, vous voyez, si vous mettez du lithium héparine, c'est les tubes, hein, ils sont cotés avec ça, ou le DTA, vous voyez qu'en bleu, lithium héparine, le DTA va donner aussi une petite contribution. Et si vous faites une dialyse, et le DTA est une petite molécule, ben vous retrouvez une superposition parfaite du spectre rouge sur le spectre bleu. Mais sauf que ça rajoute une étape dans votre processus. Et au niveau clinique, ils n'aiment pas rajouter des étapes. Donc à choisir ici, ce serait plutôt les tubes d'héparine, lithium héparine, ici. Pareil, on peut penser que l'eau n'aura pas un effet. Nous, on a fait des tests, on a vu que si vous prenez l'eau distillée qui est dans le labo, ou vous achetez des ampoules physiologiques, vous avez une différence. D'accord ? La machine est capable, l'algorithme est capable de trouver deux populations ici. Donc ça, on a fait une croix là-dessus, on n'utilise plus l'eau distillée. Parce que l'eau distillée est contrôlée, mais souvent, il y a des variations ioniques qui peuvent poser problème. Donc on reste sur des ampoules, l'eau physiologique, c'est-à-dire 0,9% NaCl. Le temps. L'infrarouge étant sensible, effectivement, à l'humidité, le temps peut jouer. Et ça, c'était une surprise. On a fait une manip sur plusieurs mois, 6 mois. Et vous voyez que, en partant de là à là, vous avez des groupes qui se séparent. Alors là, c'était quand il faisait beau, d'accord ? Et là, il était très humide. On va dire ici février, et ici c'était en juin. Il y avait beaucoup d'humidité. L'appareil, on purge, mais on ne peut jamais enlever la vapeur d'eau. Le fait de travailler sur un échantillon, du moment où vous mettez dans la machine, vous avez déjà absorbé l'humidité. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi de prendre en compte. Si on travaille sur des longues durées, il faut prendre en compte aussi le fait que ça peut être un effet. Alors, pour les tissus, par exemple, c'est important aussi pour les tissus, parce que vous regardez ici, les tissus, j'ai dit la façon où on va les fixer, etc., je ne vais pas dans le détail. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'une expression ici, par exemple, sur 2 récepteurs. On ne l'a pas fait en spectroscopie, mais ça, c'est un exemple qu'on voit en anapath. Ici, si on tend T0, vous voyez, vous avez l'expression de ces 2 récepteurs qui sont bien exprimés. Mais si vous laissez, par exemple, longtemps, vous perdez l'expression. Donc, on suppose que spectralement aussi, on risque d'avoir ces problèmes. Donc, c'est à prendre en compte. Donc, effectivement, il y a plein de paramètres à prendre en compte, comme... effectivement, la personne, est-ce qu'il a mangé, il n'a pas mangé, l'âge, le sexe. Et tout ça, on travaille avec les cliniciens. Dans le cas des pathologies du foie, on regarde un petit peu de plus près la cirrhose ici, parce que bon, c'est l'étape quand même où une cirrhose de stade avancé, on ne sait pas aujourd'hui pourquoi certains patients vont développer un cancer, d'autres ne vont pas développer un cancer. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Donc souvent, le foie, il devient cirrhotique quand il est agressé, soit l'alcool viral ou le mode de vie. Donc vous aurez à voir ici une agression progressive sur le foie jusqu'à un moment où le foie ne pourra plus réparer. Donc vous avez ici le stade, on va dire, de la cirrhose finale, qu'on appelle le stade F4. Et là, vous aurez certains patients vont prendre cette voie, développer un cancer, et d'autres vont avoir une cirrhose non compliquée. Et ces patients-là, ils vont être suivis tous les 6 mois avec un scanner, etc. D'accord ? L'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut, nous, spectralement, trouver des choses ici, c'est-à-dire à ce niveau de stade. En gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est la fibrinogenèse. Hein, on dépose on va dire les cellules vont être agressées avec effectivement une différenciation des cellules ici qui sont ce qu'on appelle les stélates, étoilées, en myofibroblastes. Et là, ce qui se passe, la machinerie croit qu'il faut créer du collagène parce que c'est une agression. C'est comme si on va réparer et va commencer à fabriquer du collagène. Alors, si vous avez un débalancement entre les
métalloproteinase ici et les types, ben vous allez favoriser effectivement le dépôt de fibrose. De fibrose, c'est du collagène qui est déposé. Et ça, vous avez plusieurs stades, F0, F1, F2, F3, F4. Donc ici, par exemple, entre la cirrhose et le développement du cancer, l'idée, c'est de pouvoir suivre ici à ce niveau-là, faire un suivi et de trouver des méthodes de screening ici. Alors si on regarde ici la méthode qui est utilisée actuellement, c'est la méthode Métavir, développée par Bedossa en 2012, avec une coloration. On peut aller chercher, par exemple, là, il y a pas F0, il n'y a pas de fibrose. F1, il commence à apparaître un petit peu. F2, vous voyez que le bleu, c'est la fibrose, hein, c'est le collagène qui se dépose, ici au niveau portal. Et là, ça augmente. Et ici, on est au stade F4, où on a la fibrose qui apparaît bien, qui envahit. On voit bien la partie fibrose et les nodules ici. Donc là, on est au stade F4, et c'est là où, effectivement, il faut des marqueurs. Donc après, on utilise les marqueurs du sang, la fibrotest, où on mesure les fibroscans, comme je vous l'ai dit, l'élasticité du foie est un indicateur. Compliqué ou pas compliqué, donc ce sera effectivement le sort de ces patients. L'idée, c'est de pouvoir dire, est-ce qu'on a des différences au niveau de ces deux types à ce stade? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça peut être fait par la NAPAT, mais ici, les deux voies, on ne le sait pas. Donc nous, on a travaillé chez des cas connus, c'est-à-dire d'une façon un peu rétrospective, avec des patients suivis sur une dizaine d'années, on connaît leur devenir. C'est-à-dire ils étaient stade F4, certains n'ont pas développé de cancer, d'autres ont développé un cancer. Donc pour essayer de construire un modèle. Alors, identifier effectivement est-ce qu'on peut le faire. Donc là, on a utilisé l'imagerie. Donc comment on fait? On a des biopsies qui sont paraffinées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne déparaffine pas. On a un premier groupe, patients cirrhotiques. C'est pour ça aussi il faut bien choisir le contrôle. Ce sont des patients cirrhotiques à un stade F4, pas de complications. C'est ce qu'on appelle, on va dire, l'étape préliminaire. Et puis un deuxième groupe de patients, ici, groupe 2, cirrhotiques toujours, F4, mais qui ont développé un cancer, c'est-à-dire avec une complication. Et là, c'est ce qu'on appelle l'étape ultérieure. Donc, comment on prépare les échantillons? On les coupe, soit 5 microns ou 3 microns. On fait 3 coupes successives, miroirs, qu'on appelle les coupes miroirs. La première est utilisée pour faire une coloration HE, ça c'est la NAPAT qui regarde. La deuxième, aucune coloration, on n'a pas besoin de coloration. Aucune coloration, on dépose sur une lame de fluorure de calcium qui est transparente à l'infrarouge. Et puis la troisième est colorée au trichrome de Masson pour voir le collagène. D'accord ? Ensuite, on va aller utiliser cette machine ou un autre imageur. Là, c'est des acquisitions. Bon, alors on a fait 2 fois. Les grands tissus, on a fait à 25 microns pour voir ce qui se passe. Et à 6,25 microns, si on veut aller sur la partie fibrose, par exemple. Là, on fait toute la biopsie et là, une partie de la biopsie. Alors, si on regarde ici, vous voyez, ça c'est fait avec une autre méthode d'imagerie qui est le second harmonique. En bleu, c'est tous les fibres de collagène qui apparaissent ici, d'accord? Et les nodules ici en rouge. Si on prend cette partie, on le fait spectralement avec la méthode que je vous ai dit tout à l'heure de Kamins. Là, on est à 25 microns. L'imagerie spectrale infrarouge distingue très bien la partie où il y a les fibroses, vous voyez, en marron ici, et les nodules ici. Alors que les nodules paraissent homogènes ici, il y a quand même une hétérogénéité dans les nodules que spectralement on voit. Et ça, bon, pour l'instant, le clinicien n'est pas intéressé par le nodule, il est intéressé par la partie fibrose ici. Alors, mathématiquement, avec l'algorithme, on peut sortir le nodule comme ci, d'accord? On peut sortir tous les spectres du nodule, on garde que les spectres qui correspondent à la fibrose. Et à partir de là, on peut calculer le nombre de pixels avec la fibrose, d'accord? Mathématiquement. Donc, je vous montre un autre exemple. Donc, vous voyez, il y a deux types. Il y a les tissus qui sont un peu longs comme ceci. Donc, c'est un carottage, hein, c'est fait avec une aiguille. Et là, c'est fait lors d'une chirurgie, c'est l'opération. Donc, on a une biopsie, un gros morceau, on va dire, qui est fait. Là, c'est pris loin de la tumeur, par exemple. Hein. C'est pas dans la tumeur, c'est loin de la tumeur. On regarde un petit peu. Vous voyez, là, c'est la coloration avec la fibrose ici en bleu. Et spectralement, on retrouve les zones de nodules et de fibrose sur toute la longueur. Pour cette biopsie, spectralement, on retrouve toute la fibrose ici, autour, et puis les nodules. D'accord ? C'est-à-dire que si on entraîne la machine, elle est capable d'aller chercher ces informations. Donc on a fait ça sur tous les patients qu'on a eus,
et une dizaine dans chaque, je crois. Et on arrive à calculer un petit peu les quantités de fibrose qu'il y a dans ces images. Et on a noté, par exemple, les patients qui sont avec moins de complications, toujours au stade F4, ben, il y avait quand même beaucoup moins par rapport à un stade avancé où là c'est compliqué, d'accord, en faisant un petit calcul. Maintenant, on passe à 6,25. On va zoomer. On va aller sur une zone qui est plus précise. Ben, on va aller chercher, par exemple, sur le bord ici, ici et ici. Vraiment se focaliser sur la fibrose. On oublie les nodules. Quand vous voyez que ça paraît blanc ici, c'est qu'on a enlevé les autres contributions. On n'a gardé que la fibrose. Ben, vous voyez qu'en faisant un clustering ou une classification, il n'y a pas une couleur qui apparaît, il y a plusieurs couleurs qui apparaissent. Donc, c'est-à-dire que la fibrose qui paraissait homogène ici, là, n'est plus homogène. D'accord? Donc, il y a quand même des informations à aller chercher ici. Alors, on a noté, nous, qu'il y a une fibrose, on va dire, un peu non cellulaire et cellulaire, où apparaissent des cellules, et d'autres régions, il y a moins de cellules. Et ça, c'est important parce qu'on arrive ici à aller quantifier un petit peu les régions où il y a vraiment très peu de cellules, ou un peu modérées, et des zones de fibrose où c'est très cellularisé. Et là, on arrive à le voir ici. D'accord? Donc, pour résumer, c'est bon? On peut aller effectivement regarder le tissu en entier avec une échelle plus grande, ou aller chercher effectivement des informations sur la quantité de fibrose en calculant le nombre de pixels, et regarder un petit peu sur l'hétérogénéité ici, par exemple à 6,25 ici. Et effectivement, est-ce que cette information sur le degré de cellularisation, on va dire, peut être un marqueur prédictif pour nous. Donc, on y travaille dessus. Donc, je vais vous montrer juste un exemple qui est utilisé actuellement. Ce n'est pas sur la fibrose hépatique, c'est la fibrose rénale. Et cet algorithme, aujourd'hui, est utilisé à l'hôpital. C'est dans le cas des transplants, ici, c'est pour évaluer la qualité des transplants. D'accord ? Et eux, ils cherchent aussi l'information, mais la question clinique, c'est celle, est-ce que la méthode peut distinguer le collagène qui est normal du collagène qui est pathologique. Donc pareil, un peu comme dans le cas du foie, on a des coupes qui sont faites par aiguille, fine aiguille, qu'on peut récupérer ici. Donc là, il y a eu plus de cas, donc c'est intéressant parce que pour construire le modèle, il y avait 48 biopsies avec des attributions faites par l'anapathe. Vous voyez ici la coupe, là c'est l'image spectrale, et on peut aller chercher, distinguer les informations. Ça c'est le collagène, on va dire natif. Ça c'est la fibrose, donc c'est la partie qui est pathologique. Et là l'inflammation, et ça c'est important, l'inflammation. Si le tissu est trop inflammatoire, ils ne vont pas le prendre, ils vont le rejeter. Et cette information, on va la voir ici avec ces pixels qui sont rouges. On entraîne le système. Ensuite, on va tester le système. Et on a testé sur 166 biopsies. C'est-à-dire, on valide le modèle ici. Vous voyez, vous avez le tissu ici, on caractérise. Vous voyez, ici, il n'y a pas de pixels rouges, donc il n'y a pas d'inflammation. Ici, il y a beaucoup de pixels rouges, donc il y a un degré d'inflammation qui est assez important. Mais on a fait ça en comparant effectivement avec les biopsies en trichrome de Masson. Et là, on a un modèle qui est utilisé par les cliniciens. Il y a une feuille comme ça qui sort à la fin, avec la coupe ici, l'image spectrale, et vous avez le taux de fibrose, 54,7%, taux d'inflammation, 19,5%, le parenchyme normal, et effectivement un indice de confiance. Donc là, c'est toute cette partie de travail. Nous, on a développé la méthode, mais tout a été fait par un clinicien. C'est un néphrologue qui travaillait, il a fait toute sa thèse là-dessus. Donc, il utilise actuellement cette méthode à l'hôpital pour évaluer, effectivement, c'est ce qui les intéresse, c'est effectivement la partie inflammatoire ici, on peut calculer avec les pixels rouges. J'avais quelque chose un petit peu sur les biofluides. Je n'aurai pas le temps de montrer, mais si quelqu'un veut en discuter après, je suis disponible jusqu'à 15h30. Jusqu'à longtemps. Voilà, ça c'est un petit peu un résumé. J'avais fait la transition ici que
effectivement, on pouvait passer au biofluide directement après pour essayer de chercher les marqueurs ici un peu plus facilement. Facilement dans le sens que les sérums, on les a, c'est stocké. On peut avoir beaucoup de cas pour analyser par rapport aux biopsies. Je vous remercie pour votre attention.